Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette agora qui est dédiée à un sujet qui est devenu central dans le médico-social. C'est la transformation numérique des structures. Aujourd'hui, on va parler très concrètement de ce que ça signifie sur le terrain. Pourquoi certaines structures ont décidé de franchir le pas, comment elles ont choisi leurs solutions, quels freins ont été rencontrés, et puis surtout ce qu'elles ont réussi à mettre en place et ce que cela a changé dans leur structure. Pour cela, Evolucare a réuni 3 intervenants qui vont avoir des regards complémentaires. Madame Barcelot, directrice administrative et financière au sein de l'association Assage. C'est une association qui est présente sur plusieurs champs médico-sociaux. Vous gérez à la fois un centre parental, un IME, un CHRS, un CADA. Alors j'essaye de tous les énumérer, mais m'en voulez pas si jamais vous devez le compléter après. Aussi des ITEP, un CMPP, une pension de famille, mais aussi une EHPAD. Et donc vous avez un panel de structures qui sont toutes très différentes les unes des autres. Et vous avez été en charge chargé de projet pour le développement d'Imago-DU dans ce contexte multistructurel. Monsieur Anthony Dumser, vous êtes chef de projet sur le déploiement du DUI au sein du GNCRA. C'est le groupement national des centres ressources autisme. Ces centres, ils ont pour mission le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme, l'information et la sensibilisation des publics, la mise à disposition de ressources documentaires et aussi l'accompagnement et la formation. Vous avez été impliqué dans le déploiement d'Imago-DU au sein d'un réseau qui est particulièrement hétérogène. Vous pourrez nous en dire un peu plus, ce qui rend votre retour d'expérience très précieux aujourd'hui. Et enfin, Thibaut Chaumont, vous êtes chef de projet chez Evolucare. Vous accompagnez au quotidien les établissements dans la mise en œuvre du logiciel Imago-DU. Et puis, vous suivez le déploiement sur toute sa durée. Imago-DU, pour vous en dire un peu plus, c'est un dossier usager informatisé conçu pour les établissements médico-sociaux par Evolucare, et il permet de centraliser et de partager les informations relatives à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. N'hésitez pas du coup, Monsieur Chaume, si vous voulez ajouter un truc. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Oui, donc effectivement, l'idée de ce type d'outil, c'est pour ceux qui connaîtraient pas nécessairement ce type d'outil-là, c'est de centraliser de l'information, d'éviter qu'on ait une information qui soit éparse sur une structure avec une partie des dossiers qui soit dans le bureau. Alors je vais parler de manière très concrète, mais dans le bureau de la psychologue, dans le bureau de l'assistante sociale, dans le bureau du personnel administratif. L'idée, c'est de centraliser l'information et surtout de s'assurer que cette information elle soit toujours à jour, parce que le fait qu'elle soit effectivement éparpillée sur plusieurs lieux géographiques, ça va souvent faire qu'on va avoir une partie de l'information qui est plus à jour dans un bureau que dans un autre. Donc voilà, l'idée de base de ce type d'outil, c'était ça. Après, petit à petit, se sont rajoutées d'autres couches et d'autres fonctionnalités dessus, d'autres approches, et on va en reparler, je pense, un petit peu plus tard, mais notamment tout ce qui est lié au Ségur de la santé, etc. Merci. Madame Barcelot, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à envisager la transformation numérique au sein de l'association Assage, et quel problèmes ou opportunités vous avez, quels problèmes ou opportunités ont été les déclencheurs? Alors, l'association Assage est présente sur le département de l'Aube. Et en fait, en 2021, une association auboise qui est la PEI nous a demandé si on voulait être coporteur du projet avec eux. Donc, ça a été vraiment une opportunité pour nous, puisqu'on est une association de 300 salariés. C'est vrai que la question du numérique, elle se pose à tous les niveaux dans une association. Et le conseil d'administration a trouvé qu'on ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Donc on a déposé un dossier avec la PEI et on a commencé notre projet en 2021. Voilà. Okay. Monsieur Dumser, vous avez également lancé Imago-DU au sein de vos structures. Pour vous, quels étaient les problèmes ou opportunités qui ont été les déclencheurs, et puis pourquoi est-ce que vous avez envisagé cette transformation? Alors, pour notre part, la transformation numérique, finalement, c'est un serpent de mer. Ça fait presque 10 ans qu'on espère avoir un outil qui permette au CRA de gérer les dossiers usagers, qui permette aussi de remonter les données d'activité. Et c'est quelque chose où on a toujours eu du mal à l'organiser, à le mettre en place. Ce qui nous poussait à avoir ce type d'outil, c'est aussi pour forcément faciliter la gestion des dossiers usagers. Il faut savoir que dans les CRA, on a des files d'attente qui sont assez, en termes de durée, qui sont assez importantes. Donc le fait d'outiller va nous permettre aussi, on l'espère, de gagner du temps sur les diagnostics.
Donc ça, c'est un premier point. L'autre point aussi, il faut se représenter les CRA avec une gestion, avec des tableurs, des outils très frustres. C'est-à-dire qu'on gère les files d'attente avec les tableurs, etc. Donc c'est relativement compliqué. Et les CRA passent énormément de temps à nous remonter les données d'activité. Et ça, c'est pareil, c'est du temps qui est pas super intéressant. Et puis ça nous permettait un outillage, comme le disait Thibaut, hein, le fait de centraliser la donnée et de la remonter au niveau national, parce qu'on a une nécessité réglementaire d'avoir des rapports harmonisés, de remonter les indicateurs. Donc on exige que les CRA nous remontent leurs données d'activité. Et là aussi, c'était un moyen, en tout cas un véritable enjeu, d'avoir des outils, des données consolidées et surtout harmonisées. Donc par rapport à tout ça, on a eu l'opportunité d'avoir le programme SMS numérique. Et là, ça nous permettait à la fois de répondre à tous ces besoins, au niveau national comme au niveau local, et de mettre en place un outil qui allait nous structurer l'activité. Donc voilà le projet de transformation numérique sur la partie diagnostic et évaluation, qui est une des parties de notre système d'information. Okay. Je sais que pour vous, le choix d'Imago DU il est assez récent. Je voulais savoir si vous aviez contacté les différents éditeurs précédemment, avant le choix de cette solution, et comment s'étaient passés les échanges avec les différents interlocuteurs. Alors oui, parce que vous avez fait mention tout au début qu'on a une forte atypicité sur notre organisation. Il faut avoir en tête qu'on a 27 CRA qui sont de structures juridiques relativement différentes. On a du sanitaire, on a de l'associatif. On a aussi, des diversités d'organisation, d'attente. Donc, c'était peut-être une des raisons qui expliquait pourquoi on a tardé à mettre en place un outil. Donc voilà, un des premiers freins. Et puis, le fait de finalement contacter les éditeurs par rapport au programme SMS numérique, c'est important en tout cas pour nous de connaître les fonctionnalités d'un outil. Donc c'est pour ça qu'on a interrogé les éditeurs. Au total, on a interrogé 4 éditeurs. Ça nous permettait de découvrir l'outil parce que on ne savait pas exactement à quoi ressemblait un DUI, hein, je vous l'avoue, sans beaucoup de honte. Et puis d'un autre côté, on a demandé aux différents éditeurs de réaliser des démonstrations parce que d'un point de vue accompagnement de l'utilisateur, c'est important de voir que ce projet vieux de 10 ans, ce fameux serpent de mer, finalement se concrétisait et ça allait se mettre en place. Donc c'était très important pour nous d'avoir ces démonstrations. Et l'autre point qui est en rapport avec notre atypicité, vous avez compris qu'on a beaucoup d'OG différents. Si finalement on a 27 CRA, mais au total on a aussi d'autres unités de diagnostic, ça nous fait une 60aine de structures, et on a quasiment autant d'organismes porteurs derrière. Donc autant aussi potentiellement d'échanges de données avec les organismes gestionnaires, ce qui complique encore plus les choses. Donc pour nous, ce qui était aussi important, c'est de s'assurer que les éditeurs étaient en capacité de nous assurer un échange de données, une certaine forme d'interopérabilité. Donc c'est la raison pour laquelle on a passé un petit moment de préparation sur de l'avant-vente. Et c'est vrai qu'au niveau, quand on a contacté Evolucare, on a eu un échange qui était très riche. On s'est rendu compte qu'il y avait une véritable volonté d'adapter l'outil. Et c'est ça qui est important, adapter l'outil par rapport aux spécificités, par rapport à notre organisation. Donc voilà l'idée de cette démarche avant-vente, parce que dans le programme SMS numérique, après on rentre dans un système d'appel d'offres où on n'est plus en contact avec les éditeurs. Donc il est important pour nous de pouvoir découvrir le produit en amont de cette procédure de marché. Merci. Vous, Madame Carole Barcelot, vous avez choisi Imago DU il y a quelques années déjà. Quels étaient vos critères au départ? Et puis, quelles étaient vos attentes lors du déploiement? Alors, le premier critère, c'était qu'il puisse être utilisable sur l'ensemble des établissements qu'on gère. Puisque quand on passe d'un EHPAD à un centre parental, les besoins en termes de logiciels ne sont pas du tout identiques. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on faisait partie d'une grappe. Donc, avec l'APUI, c'était en tout une 40aine d'établissements à déployer. Donc, le choix s'est fait aussi avec l'APUI. Et donc c'était vraiment la clé d'entrée, c'était que le logiciel soit suffisamment modulable pour répondre à l'ensemble des besoins des établissements, d'autant que nous, sur nos 11 établissements, 2 seulement étaient équipés déjà en solutions numériques. Donc il y avait aussi le passage de
du dossier papier au dossier de l'usager informatisé, ce qui représente aussi un enjeu majeur en termes d'accompagnement des équipes. Donc voilà, il fallait quelque chose d'intuitif, modulable, paramétrable et qui corresponde à nos besoins sur le terrain. Et l'adaptabilité, c'est quelque chose, c'est la force d'Imago DU, c'est bien ça? Alors, en tout cas, on veut que ça le soit. Je ne sais pas si c'est à nous de dire que c'est une qualité qu'on a plus que d'autres, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut faire absolument. On veut que l'outil reste adaptable, et c'est pour ça que cette adaptabilité, en fait, il faut l'avoir sur deux angles. C'est-à-dire qu'il y a un angle de court terme, il y a l'angle du paramétrage et de la souplesse de l'outil en tant que tel. Et puis, il y a l'angle de long terme. Le fait est que Imago DU, c'est un logiciel qui, certains le savent, a commencé particulièrement sur la partie personnes handicapées, mais qui petit à petit équipe de plus en plus de secteurs, de plus en plus de typologies d'établissements différents. Et c'est pour ça qu'en plus de l'adaptabilité interne et intrinsèque, c'est le mot que je cherchais, du logiciel, on va aussi rajouter de nouvelles fonctionnalités régulièrement. On discutait il y a pas très longtemps, et c'est le cas. Aujourd'hui, on commence à rentrer sur les couloirs protection de l'enfance, les couloirs insertion pour les grandes difficultés sociales. Effectivement, il faut qu'on ajoute aussi des fonctionnalités supplémentaires au logiciel. Pour les CRA, pareil, il va falloir qu'il y ait des fonctionnalités en plus, des gestions en plus. Donc, il y a cette double adaptabilité, effectivement, qu'il faut qu'on ait, qu'il faut qu'un DUI ait, à savoir une adaptabilité, pardon. C'était sûr que j'allais mâchouiller mes mots à un moment. Une adaptabilité, en tout cas, des paramètres de l'outil tel qu'il existe, et puis une adaptabilité de l'équipe dans le temps pour pouvoir justement implémenter ces nouvelles fonctions avec le temps, puis avec les nouveaux clients. Et au niveau de la décision, qui était impliqué pour le choix de cette solution? Alors, le choix s'est fait conjointement avec la PEI, puisque ça s'est fait dans le cadre d'un appel à projet du numérique en santé. On s'est fait des trames d'évaluation. Tous les éditeurs ont eu un temps déterminé. Alors ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus. Ça doit être, je crois que c'était une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions-réponses. On était deux équipes de 10 à l'APUI, 10 chez nous, et on a complété le questionnaire. Et à la totalité, c'est Evolucare qui a remporté le marché parce que il y avait cette adaptabilité. Et enfin, c'est un logiciel à multiples tiroirs, ce qui fait que aujourd'hui, ça répond à l'ensemble des besoins. Et ça a été vraiment leur grande force et ce qui a fait le choix de la solution. Et chez vous aussi, Monsieur Dumser, il y avait plusieurs personnes impliquées dans la décision. Oui, alors nous, on était dans une procédure de marché public. Donc, on avait une grille de notation objective. On était accompagné par un cabinet d'AMOA qui nous a permis aussi de bien suivre et d'avoir une méthode, justement, une méthode objective pour choisir l'éditeur en question. Donc cette méthode reposait aussi sur la réponse aux fonctionnalités, mais il y a une pondération de la note qui est faite et qui est imposée par le programme SMS numérique. Bon, voilà. En tout état de cause, on a eu 4 éditeurs qui se sont positionnés. Donc quand on est dans cette procédure, on a une grosse documentation à lire en réalité. Donc, on avait plusieurs centaines de pages par éditeur. Donc, ça nous a permis d'avoir des livres de chevet. C'était plutôt intéressant. Non, plus sérieusement, il y a une quinzaine de personnes qui sont intervenues sur la lecture de chacun des documents et qui a proposé une note. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que chaque personne a une perception différente et donc va avoir une notation qui peut différer, mais au bout du compte, on s'aperçoit que cette notation se lisse et que la vie, finalement, globalement, et on se retrouve tous sur l'impression que l'on a, parce qu'on juge sur dossier. Donc là, Evolucare s'est détaché sur la notation globale. Et dans notre processus, donc c'était 15 professionnels de CRA et du GNCRA. Et on a proposé à notre instance qui s'appelle le comité opérationnel, le conseil d'orientation. Vous voyez, je perds mes mots pour validation. Donc notre choix a été fait comme ça, c'est-à-dire on a vraiment suivi quelque chose d'objectif, conforme en tout cas aux procédures de marché. En fait, c'est quelque chose qui a été dit et je trouve ça assez intéressant. Ouais, merci Anthony. Non, mais c'était sûr, ça allait arriver, ce genre de truc.
On va mettre ça là. Voilà. C'est des choses qui ont été dites qui sont intéressantes. Il y a plusieurs intervenants qui ont été nommés. Alors même si pas directement, il y a la question de la MOA. Effectivement, d'avoir. Alors. Quand on le peut, évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre forcément de l'avoir, mais quand on le peut, avoir une aide pour rédiger tout ce qui est cahier des charges, pour savoir exactement de quoi on a besoin, parce que mine de rien, c'est pas un truc que tout le monde sait faire naturellement, c'est pas un truc qu'on apprend tous à faire dans nos études ou dans notre carrière. Il y a aussi le fait d'impliquer des professionnels de terrain, c'est ce qu'Anthony a dit. Et ça, c'est un truc, moi personnellement, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Lorsque des professionnels de terrain ont participé au choix, ça crée un facteur d'acceptabilité, ça crée même une attente en fait. C'est-à-dire qu'ils voient les différents outils, ils se projettent dedans, et du coup, ils en parlent avec leurs collègues et il y a un nouveau logiciel qui arrive, il va être capable de faire ça, il va être capable de faire ça. Ça génère en fait un enthousiasme auprès des équipes qui est vachement plus grand. Donc c'est important qu'on ait aussi des personnels de terrain et mine de rien, c'est alors pardon pour le lieu commun, mais d'intégrer aussi les directions dans le choix, ça a aussi son importance parce que si jamais on a des personnels de terrain qui sont hyper enthousiastes, mais une direction qui se moque complètement du projet, ce qui peut arriver, c'est pas le cas tout le temps, mais ça peut se produire, effectivement on se retrouve avec quelque chose qui a du mal à avancer. Donc vraiment le fait de croiser les deux typologies d'intervenants sur le choix, c'est un point qui est hyper important. Voilà. Merci. Pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, les étapes du déploiement, justement, je vais vous reposer la question, Monsieur Chameau. Comment ça se passe, les différentes étapes du déploiement d'Imago DU pour chacune des structures? Alors, je vais prendre ma réponse à partir du moment où on a arrêté le choix. Parce que forcément, toute l'étape avant le choix, je suis un petit peu moins pertinent pour répondre. À partir du moment où on a arrêté le choix, comment ça se passe? On a d'abord une phase qui est strictement technique, qui est une phase d'installation de l'outil, etc. On a toute une phase de lancement du projet où on va être dans l'organisation, la décision des instances du projet, la décision de la rythmique du projet aussi. Donc, effectivement, il y a un aspect de planification. À partir du moment où on a posé tout ça sur papier, qu'on s'est décidé, voilà, on va se voir toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour pouvoir suivre le projet. On va avoir fini telle étape à telle date, etc. À partir du moment où tout ça est placé, on va rentrer dans une phase qui est la phase d'audit. C'est une phase de discussion sur les paramètres que vont choisir les utilisateurs. C'est une phase qui est assez essentielle parce que c'est le premier moment où les utilisateurs vraiment finaux vont commencer à se projeter dans l'outil puisqu'ils vont le voir et ils vont décider de ce qui va arriver dans l'outil. Ils vont décider que, par exemple, les infirmiers vont avoir telle possibilité d'action dans le logiciel, mais pas les psychologues, mais pas les éducs, qui eux auront une autre possibilité d'action. Donc il y a quelque chose qui devient très concret. Et d'ailleurs, c'est la phase où on en est, Anthony, sur le GNCRA, enfin qu'on vient de finir. Et c'est vrai que c'est un moment où tout de suite les gens se projettent beaucoup plus et sortent de l'imaginaire et du fantasme pour se projeter dans quelque chose de beaucoup plus matériel. Donc c'est une phase qui est très intéressante. À partir du moment où on a fait ça, on arrive sur une phase qui est plus à nouveau technique de paramétrage, où on va avoir des futurs administrateurs du logiciel qui vont être formés par nos soins, qui vont apprendre en fait à s'autonomiser dans l'utilisation de l'outil. Donc vous êtes par exemple DSI sur une association, on va vous apprendre, mais voilà, si vous voulez créer un compte utilisateur, vous allez faire comme ça. Si vous voulez créer un nouveau métier dans le logiciel, vous allez faire comme ça. On va mettre tout ça. Et l'idée, c'est d'autonomiser le plus possible la structure, d'éviter de se retrouver avec des structures qui ont systématiquement besoin de notre aide parce que tout simplement ça rallonge les délais. Et puis l'idée, c'est on reste quand même toujours présent, évidemment, pour des structures qui auraient besoin d'aide. On en parlait aussi tout à l'heure. À partir du moment où on a fini ça, on arrive sur la dernière phase du déploiement. Alors, il reste des choses après le déploiement, faut pas croire, le déploiement n'est pas l'alpha et l'oméga du truc, mais la dernière phase qui va être la phase de formation des utilisateurs, tout simplement, où l'idée, ça va être que les futurs utilisateurs du logiciel puissent apprendre à s'en servir. Soit on forme sur une structure l'intégralité du personnel, soit on forme des référents qui vont former leurs collègues. Les deux existent, les deux peuvent se faire. Mais l'idée, c'est que voilà, on a toujours, une fois qu'on a fini tout le reste, cette étape-là. Et je crois que là, j'ai fait le tour de toutes les étapes. Et est-ce qu'il y a des différences en fonction des types d'établissements au niveau du déploiement ? Ah oui, tout à fait. Alors, il peut y en avoir. Je dis il peut parce que c'est pas systématique. Je vais pas vous dire systématiquement un foyer d'accueil médicalisé se déploie comme ceci et une maison d'accueil spécialisée à l'inverse se déploie comme cela. Selon les structures, selon les équipes, selon l'historique, on va adapter les méthodologies de déploiement. Pour donner un exemple assez concret, Anthony, sur le GNCRA par exemple, on a modulé le contenu des formations spécifiquement pour pouvoir coller au mode de fonctionnement qui est un petit peu différent de celui des ESMS, comme on peut avoir par exemple dans un IME. On va pas avoir cette séparation qu'on a qui est assez forte
forte historiquement, en tout cas dans le handicap, entre les équipes d'accompagnants et les équipes médicales. On va avoir plus de fusion entre les deux. Et effectivement, on va adapter selon la typologie de structure et selon aussi l'historique de la structure. Il y a des cas où dans des structures, historiquement, ça a toujours été comme ça. On a eu une séparation forte entre le médical et l'éducatif. D'autres cas où en fait ces deux équipes-là finalement pourraient aussi bien n'en être qu'une seule et donc du coup on va former tout le monde en même temps. Il peut y avoir effectivement des approches différentes dans ces cas-là, ouais. Vous, Monsieur Dumser, vous êtes en cours de déploiement. Comment ça se passe en ce moment là, jusqu'ici, comment s'est passée la mise en place? Et puis quelles ont été les étapes clés, s'il y en a eu différentes? Alors oui, nous on n'a pas encore commencé à utiliser le logiciel, on est vraiment sur la phase de déploiement. Alors comme l'a dit Thibaut, on a commencé par la phase de paramétrage et je ferai le lien avec l'adaptabilité d'ailleurs parce que tout à l'heure on a parlé de phases habituelles par rapport aux différents établissements. Alors je vais encore insister avec notre atypicité, notre organisation qui est un petit peu différente, mais Evolucare a adapté son offre pour le paramétrage de notre solution. C'est-à-dire que on a changé un peu le format à notre demande aussi, mais en tout cas le format pour essayer de trouver un socle commun aussi, parce que on avait cette nécessité de ne pas avoir un paramétrage trop disparate entre les différentes structures, parce qu'après ça devient vite ingérable. Donc on essaye d'avoir un socle commun. Les phases d'audit, là pour le moment, on est en train de travailler sur le groupe pilote qui est composé de 5 unités sur les 28 qu'on va déployer cette année. Donc sur ces 5 unités-là, c'est un galop d'essai, on voit comment ça fonctionne. Ça nous a permis de voir que finalement, on n'a pas énormément de différence d'un organisme à l'autre. C'est-à-dire que les spécificités locales, il n'y en a pas énormément. Donc ça, c'est déjà un bon point. En revanche, c'est ce que vous avez dit Thibaut, c'est que on sort un peu du schéma classique. Et là, on a revu le format des formations entre les équipes administratives et pluridisciplinaires, qui n'est pas tout à fait comme habituellement. Ce qui a modifié aussi finalement le format, la durée des formations. Mais on se dit aussi, nous en tant que clients, qu'on va regarder comment ça se passe sur ces formations. Et on se garde le droit aussi de rallonger au besoin la formation si jamais on s'aperçoit que c'est allé trop vite. Vous voyez, on est vraiment sur cette adaptation et ce qui est agréable, c'est on en discute et il n'y a pas de frein particulier, donc c'est plutôt très adaptable. Voilà. Alors désolé, j'insiste un peu sur l'adaptabilité, mais c'est vrai que c'est un élément sur la préparation qui est important. Donc voilà, et actuellement, on va commencer la phase de recette de l'outil. On a prévu une recette nationale. On attend simplement que la reprise de données soit réalisée dans les groupes pilotes. Alors comme tout bon projet qui se respecte, on prend un petit peu de retard, et c'est normal. Et puis, en tout cas, notre cap est de maintenir les formations. On commence les formations des groupes pilotes à partir du 3 juin, sur tout le mois de juin. Donc voilà, pour le moment, on tient bon. On arrive à cumuler à la fois le retard et tenir le bon cap, vous voyez ? Donc c'est au mieux. Madame Barcelot, oui, vous, est-ce que vous avez vu des freins au moment du déploiement et comment vous les avez surmontés? Alors oui, le plus grand frein, c'est l'appréhension de l'utilisation de l'outil numérique, des fantasmes autour des données qui sont pas fiables. Mais comme je dis assez communément à mes collègues, entre un dossier de l'usager qui sur un serveur hébergement de données de santé, où il faut avoir des connaissances techniques pour aller hacker le dossier, et un dossier papier qui est sur un bureau, je suis pas sûre que le manque de sécurité soit là où on l'attend. Voilà. Après, forcément, il y a des réticences. Mais oui, mais ce que j'écris, ça va rester. Enfin voilà. Et c'est là où tout l'accompagnement du chargé de projet chez Evolucare a son importance. Chaque professionnel, forcément, a des craintes, ne serait-ce que des fois écrire sous l'outil, parce que on se rend compte des fois qu'il y a des difficultés de maîtrise de la langue en fonction des catégories socio-professionnelles. L'utilisation de l'outil est très très différente. Nous, on a essayé d'impliquer au maximum les salariés dès le démarrage du projet, y compris, alors on n'a pas de RSI ni d'ISI dans notre association. Et une des clés, ça a été pour lever les freins, c'est que ce soit en partie des travailleurs sociaux, mais pas que, qui fassent remonter les besoins et qui soient les référents du paramétrage dans leurs établissements.
Voilà, et vraiment c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Donc voilà, les freins sont là. Même encore aujourd'hui, hein, c'est toute la notion d'accompagnement à la conduite du changement. Voilà, ça fait partie de la vie des établissements. Aujourd'hui, la numérisation, elle est dans notre quotidien, professionnel ou personnel. Et donc voilà, il faut continuer à lever ses craintes. Et le meilleur moyen pour le lever, c'est de continuer à en parler librement et pouvoir répondre à toutes les questions. Et il n'y a pas de question qui n'ait pas de sens. Si quelqu'un se pose une question, c'est que derrière, il y a quelque chose qu'il faut résoudre. Je me permets, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais alors à 100%. Non, mais il y a quelque chose dans ce que vous avez dit qui, je pense, est hyper important et hyper fondamental. Les inquiétudes des professionnels ne sont jamais totalement illégitimes. C'est-à-dire que l'inquiétude sur la sécurité des données, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'on a un contexte qui a pu être difficile en termes de sécurité des données dans le secteur sanitaire et médico-social pendant très longtemps. L'inquiétude, la peur par rapport à la maîtrise de la langue. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu à une époque où j'ai travaillé avec des structures, où je travaillais pour des structures. Il y a des personnes, elles ont commencé ces métiers-là, les métiers du soin, souvent la partie la moins qualifiée, je pense aux AMP, je pense aux AES, elles ont commencé ces métiers-là parce que c'était des métiers où elles se sentaient utiles et où justement on ne posait pas la question du niveau de maîtrise de l'orthographe par exemple. Moi c'est des choses que j'ai vécues, j'ai vu des AMP me dire qu'ils avaient peur d'écrire dans les outils parce qu'ils avaient peur que les directions les jugent. Jugent le fait que il fait des fautes. Et c'est quelque chose où vraiment la bienveillance vis-à-vis de ces questions-là c'est hyper important. C'est-à-dire se dire que toutes ces inquiétudes-là elles ne sont jamais totalement illégitimes et il faut prendre le temps d'y répondre et il faut garder surtout la possibilité d'en parler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les équipes se sentent comme s'ils ne pouvaient pas en parler. Alors évidemment, comme toute chose, il y a une limite. Il y a un moment où il faut savoir dire aussi, non, toutes les peurs sont pas forcément légitimes. On va pas vous mettre des traceurs au-dessus de la tête. On n'en est pas là. Mais en tout cas, pouvoir laisser exprimer des inquiétudes, c'est un point qui est hyper important parce que sinon, effectivement, on va les faire s'amplifier, on va les générer encore plus. Il faut vraiment rester très très ouvert sur ces choses-là. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Et quels leviers ont facilité l'adoption en interne ? Alors en interne, on avait des référents sur le paramétrage et puis on avait des référents utilisateurs et l'association a fait le choix d'avoir un référent qualité qui est venu m'épauler sur tout ce qui était DUI. Il a notamment utilisé le DUI pour gérer tout ce qui est événements indésirables graves et les plaintes et réclamations. C'est-à-dire qu'on a pris le référentiel qu'on a transposé dans le DUI. Donc lui, ça lui a permis de faire le lien avec tout ce qui était référentiel qualité. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au quotidien avec les équipes et qui continue à faire évoluer la solution, même si notre déploiement a commencé il y a 2 ans. Il est achevé dans tous nos établissements. La solution, il faut qu'elle vive derrière. Et une fois que le déploiement est fait, c'est pas une fin en soi, c'est que le démarrage d'une aventure. Et c'est ça qui est important. C'est comment vous arrivez à faire vivre au quotidien le logiciel pour continuer à s'adapter aux besoins des utilisateurs et des usagers, parce qu'au bout du compte, c'est quand même l'usager. Et voilà, donc il y a toutes ces questions-là à prendre en compte. Donc même si vous n'avez pas de RSI ou DSI, vous pouvez avoir une solution numérique qui soit tout à fait utilisable et que vous pouvez faire vivre au quotidien. Oui, d'ailleurs, je me permets, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle aussi assez souvent avec le Gensera, c'est comment dans le temps, y compris passer le déploiement, vous l'avez dit, le déploiement, le moment où on termine le déploiement, on reparlera sans doute de la fin des déploiements après, mais ce moment où on termine, en réalité, on ne termine qu'une étape. On ne termine que l'étape où on a fini d'initier de nouveaux utilisateurs au logiciel, etc. Il va rester des questions dans le temps. Il va rester la question de l'adaptation du paramétrage. On réutilise le terme adaptation, à croire que c'est un mot hyper important. Il va rester la question aussi de l'implémentation des nouveautés. C'est-à-dire que, j'en parlais tout à l'heure, je disais que régulièrement on ajoutait de nouvelles fonctions dans le logiciel parce qu'on se déploie vers de nouveaux couloirs. Mais lorsqu'on ajoute une nouvelle fonction, par exemple une gestion du budget de la personne, il va y avoir de nouveaux paramètres à faire, il va falloir décider qui est-ce qui va y avoir accès à cette nouvelle fonction. Donc en fait, maintenir une instance plutôt de discussion à l'intérieur d'une structure, c'est hyper important. Ça peut prendre différentes formes selon les tailles d'association, les tailles d'OG, ça peut mettre différentes personnes, mais en tout cas maintenir l'idée.
maintenir cette idée de continuer à parler de l'outil, de continuer à essayer d'améliorer l'outil et d'être prêt à entendre des critiques sur l'outil. L'idée, c'est d'éviter l'inertie. Voilà, si je dois le formuler d'une dernière manière, l'idée, c'est d'éviter l'inertie. C'est pas parce que à un moment on a signé, alors on reparlera sans doute des différents jalons dans les projets, etc. C'est pas parce qu'on a signé nos indicateurs d'usage, qu'on a dit à la RS, regardez, c'est bon, on a bien atteint nos stats, qu'on a fini de rendre l'outil utile. L'outil, il est utilisé et enfin, il est bien déployé quand il est continué d'être utilisé et qu'il est toujours utile aux équipes. Donc ça, c'est l'accompagnement que vous proposez une fois que le logiciel est déployé. Il y a aussi de la formation qui est proposée à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, selon les tailles de structure, on va faire ça différemment, mais on essaye de maintenir toujours un petit fond de formation, ne serait-ce que ce soit, par exemple, parce qu'on a de la rotation dans les équipes, dans les ESMS, dans les établissements, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, et ces gens qui arrivent, il faut leur apprendre à utiliser l'outil. Si jamais c'est une personne qui arrive tous les 6 mois, tous les 1 an, ça va encore à peu près, mais quand on a un turnover un peu plus important, très très vite, la qualité de l'information, elle va se diluer. Donc, maintenir effectivement de la formation. Également, et ça c'est un point auquel on tient beaucoup et qu'on s'est mis à faire il y a un petit moment et qui a quand même, je dois le dire, pas mal de succès, c'est le fait que lorsqu'on sort une nouvelle version, aujourd'hui on met en place des webinaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle version du logiciel ImagoDU qui est mise à disposition des utilisateurs, à chaque fois qu'on ajoute de nouvelles fonctions, on a une session webinaire de présentation de l'outil et des nouveautés. D'accord ? Et ça, c'est effectivement un point auquel on tient beaucoup, qui est vachement important. On va essayer de donner quelques conseils clés pour un déploiement tel que celui-ci. Madame Barcelot, qu'est-ce que vous referiez à l'identique si vous deviez recommencer au début? Impliquer les professionnels dans les établissements parce que c'est vraiment pour moi une des clés de la réussite. Si ça n'est réfléchi qu'au niveau des directions, je pense que c'est plus compliqué à porter et à faire fonctionner. Voilà. Et une erreur à ne pas commettre à l'inverse? Vous n'en avez pas en tête? Monsieur Dumser, vous, si vous aviez un conseil à donner à une structure qui se lance, quel serait-il? Alors moi, mon périmètre va juste se restreindre à la préparation. Donc c'est voilà. Mais je vous rejoins, Carole, sur impliquer les acteurs. Oui, c'est très important, tout le personnel. De notre côté, c'est vrai que on parle souvent en théorie de la communication, c'est-à-dire il faut communiquer. Et on se rend compte que c'est vrai. Malheureusement, nous, je l'ai dit, ça fait 10 ans que ça traîne et finalement les gens n'y croient plus. Donc on a besoin de communiquer énormément, d'expliquer, de faire passer les messages et au bon profil, c'est-à-dire on n'a pas toujours la même communication au niveau des directions ou au niveau des collaborateurs. On essaye d'adapter, de segmenter notre communication. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que la communication, en tout cas, passe aussi par l'implication du personnel, enfin des personnes, des professionnels dans nos ateliers. Et on se rend compte que quand on anime les ateliers, c'est des retours que j'ai de prestataires ou même de Thibaut, où les CRA sont très impliqués parce que ils attendent cette solution. Donc voilà, ça c'est un facteur de réussite. Après, l'autre point, ça nous concerne aussi parce qu'on a beaucoup d'acteurs autour de finalement de la table virtuelle qui est la France. C'est que tous les acteurs, ils sont pas informés de la même façon sur notre avancée de projet. C'est vrai que des DSI d'hôpital vont pas forcément prêter attention. Ils ont d'autres projets parfois bien plus importants. Il faut qu'on explique que nous, on arrive aussi, qu'on a certains prérequis. Faut donner aussi des éléments de temporalité, mais prendre aussi les éléments de temporalité ou les attentes des instances au sein des différents CHU, parce que on a 60% d'organismes porteurs qui sont du sanitaire. Et on se rend vite compte que ça devient vite un casse-tête, parce que tous ces interlocuteurs aient consacré le temps suffisant de préparation, d'explication. Voilà. Mais on est aussi un peu dans l'implication, dans la communication. Donc c'est vrai que c'est très chronophage, mais c'est très utile. Donc c'est pour ça que moi je porterai les conseils là-dessus, sur la préparation, la communication. Ouais. Et vous, Thibaut, vous auriez un conseil à donner à faire ou à ne pas faire, si vous en avez un? Alors, dans les conseils, dans les choses à faire, anticiper le plus possible les choses. Ça a l'air, encore une fois, d'être un lieu commun, et le but du jeu, c'est pas de sortir un lieu commun, mais l'idée d'anticiper, c'est anticiper le fait qu'il va y avoir de la charge de travail,
Parce que, ben oui, en fait, déployer un logiciel, c'est du boulot. Oui, vérifier que les données qu'on va réintégrer dans le logiciel, on parlait des reprises de données tout à l'heure, et c'est un sujet, je pense qu'il y a certaines personnes dans la pièce qui ont peut-être déjà travaillé avec nous là-dessus. On sait que c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est pas simple, c'est un sujet qui est critique aussi. Donc le plus on anticipe, le mieux c'est. Anticiper le fait que, si jamais par exemple on forme des référents sur une structure plutôt que de former directement l'ensemble des utilisateurs finaux, ces référents, dès la fin de la formation, tout le monde n'est pas prêt à utiliser le logiciel. Il va falloir qu'ils aient un temps pour former les collègues, il va falloir qu'ils aient un temps pour s'organiser. Donc voilà, essayer d'anticiper. Et alors, quelque chose à éviter, j'ai envie d'être un peu piquant et de dire éviter de ne pas anticiper, mais c'est pas très fin. Qu'est-ce qu'on pourrait éviter ? Je vais être honnête, je n'ai rien qui vient, donc je ne sais pas. Je vais passer à la question suivante. À quel moment... Oui, voilà, éviter de faire le contraire de ce qu'on a dit. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez garder le micro parce que la prochaine question est pour vous. À quel moment est-ce qu'on peut se dire le projet est réussi ? Alors, le projet est réussi, on peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir d'une manière très administrative et très formaliste et se dire le projet est réussi à la signature de la VSR. Donc je me permets juste en 2 secondes pour ceux qui ne le connaîtraient pas, sur les projets appels d'offres du plan ESMS numérique, on a 3 grands marqueurs du projet, la mise en ordre de marche, la vérification d'aptitude et la validation de services réguliers. L'idée c'est que cette dernière étape, au moment où on signe le papier, on dit c'est bon, on a fini de déployer le logiciel, on va lancer le compteur temps pour calculer les indicateurs d'usage du plan ESMS numérique. Pour ceux qui les connaîtraient pas éventuellement, s'il y a peut-être des gens qui les connaissent pas, ça va être les quantités de dossiers actifs, ça va être les quantités d'éléments envoyés via la messagerie sécurisée de santé et les quantités d'éléments envoyés au dossier médical partagé. En fait, c'est un peu plus que ça, mais là, je résume à grands traits pour faciliter la discussion. Ça, par exemple, une fois que ces choses-là sont atteintes, on pourrait se dire le projet est fini. Mais en fait, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, et moi je trouve que c'est vachement intéressant de le penser comme ça en tout cas, le projet en réalité, il va continuer parce qu'on va continuer à placer de nouveaux objectifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint cet objectif, c'est un peu l'objectif que tout le monde a en ligne de mire au début du projet. Parce qu'au début du projet, tout le monde a peur d'une chose, c'est de ne pas toucher les financements. Donc tout le monde va aller vers ce truc-là. Mais une fois qu'on a fini ça, et si on veut que ça continue à fonctionner, on va placer de nouveaux objectifs. Ah ben maintenant, il faut que on ait cette nouvelle fonction qui est bien d'être ajoutée, qui soit implémentée correctement. Il faut qu'on ait un projet personnalisé, puisque c'est un sujet qui revient très souvent dans le médico-social, la qualité du projet personnalisé. Il faut qu'on ait notre projet personnalisé qui utilise le plus de fonctions possibles. Il faut qu'on commence à mettre en Séraphin PH notre planning d'activité. Voilà. À chaque fois, on va avoir de nouveaux objectifs qui vont se placer dans le temps. Et en fait, cette réussite, elle est par marche, quoi. À chaque fois, on atteint une nouvelle marche et puis on s'en fixe une nouvelle. Et voilà, globalement, l'idée est là. Alors, j'ai 2 dernières questions pour Madame Barthelot et ensuite on passera, si jamais quelqu'un a une question dans l'Assemblée. Comment les équipes, elles perçoivent le changement au sein de l'association Assage ? Alors, les équipes perçoivent le changement par le fait de l'implication des directions dans le continuum de prise en charge et d'évolution du dossier. En fait, ce qui est important, c'est que de penser que le déploiement, c'est pas une fin en soi. Et donc, les équipes, elles continuent à être actrices si les directions sont actrices. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'au quotidien, c'est pas les directions qui l'utilisent. Moi, je suis celle qui a été le plus impliquée dans le DUI, je suis celle qui l'utilise le moins. Et pour autant, quand on me sollicite, il faut quand même avoir toujours une veille, être toujours présent. Donc ça, c'est très important. Et quels bénéfices concrets vous voyez aujourd'hui au sein des structures, au niveau organisationnel, humain Alors, le premier bénéfice qu'on a eu, et c'est vrai que ça a été plutôt une bonne surprise, c'est que tous nos établissements ont été évalués. Et en fait, dans toutes les évaluations, il y a eu la mise en avant du DUI, et notamment par le projet personnalisé, et je rejoins ce que se dit Thibaut. Il y avait encore de l'appropriation, puisque certains établissements utilisaient le DUI seulement depuis quelques mois. Mais en tous les cas, c'est pour nous un vrai levier pour mettre en adéquation l'évaluation, le DUI, et démontrer que le DUI, c'est un outil. Et il faut se servir de cet outil pour répondre aux exigences qui sont dans notre secteur et qu'on puisse avoir des évaluations qui correspondent aux attendus.
Et merci pour... vous voulez ajouter quelque chose? Non, oui, j'allais simplement dire en fait une approche et une formulation que j'aime bien, moi, pour parler de ça, c'est de parler de réduire les tâches sans valeur ajoutée. C'est-à-dire que typiquement, si je prends la vie d'un établissement handicap, comme je les connais beaucoup, on va avoir des écritures qui sont faites tous les jours dans les cahiers de transmission. On va faire une transmission, on va dire aujourd'hui, moi, équipe de nuit, j'ai repéré qu'il s'est passé ça, ça et ça. Là, il y a une valeur ajoutée. On va avoir des gens qui vont analyser ce qui a été dit derrière. On va avoir par exemple des éducateurs spécialisés ou des équipes qui vont bosser un projet perso, et qui vont reprendre l'historique. Là, il y a de la valeur ajoutée. Par contre, là où il y a une tâche sans aucune valeur ajoutée, c'est le moment où je vais dérouler avec ma molette pour retrouver toutes les transmissions qui concernent une thématique en particulier. Et effectivement, là où le fait d'avoir un outil, c'est intéressant, c'est que ça permet de supprimer complètement cette étape avec une recherche, alors soit par mots-clés, soit par thématique, soit par période. Et l'idée, encore une fois, c'est ça, c'est de concentrer le travail là où il est réellement utile. Et de ne pas perdre du temps sur des aspects qui sont moins utiles. Alors après, attention, parce que cette approche-là, elle peut être un peu à double tranchant. Si on ne fait pas attention au début, on peut avoir l'impression au départ que l'utilisation d'un outil en général a moins de valeur ajoutée, parce que c'est forcément, oui, c'est plus compliqué d'ouvrir un ordinateur et de taper au clavier que de prendre un cahier papier. Oui, mais en fait, la question de ce travail avec une valeur ajoutée plus grande, il va arriver un petit peu plus tard. Et il faut pouvoir l'expliquer, ça aussi. Et c'est pour ça que l'implication des directions, elle est importante, parce que la direction, son rôle, c'est d'avoir cette vision avec un plus long terme, effectivement. Merci beaucoup pour tous vos retours d'expérience riches et concrets. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement? Je crois que la personne va apporter un micro. Okay, il y a un micro de plus, super. Ouais. Merci. Bonjour. Dans la phase, quand vous dites que vous faites des objectifs une fois que vous avez déployé le progiciel, c'est tout ce que vous appelez la phase de consolidation, c'est bien ça? Oui, c'est une manière de le... Effectivement. Vous mettez combien de temps vous attribuez quelle période, quelle durée pour cette phase de consolidation? Communément, on a tendance à dire qu'il faut 6 mois pour faire une phase de consolidation. Alors, moi, j'ai plus tendance à dire 1 an, mais c'est parce que je suis un grand inquiet et un grand pessimiste. Mais oui, c'est 6 mois, 1 an, en règle générale, effectivement, où on va avoir des actions de consolidation du paramétrage. Ça, c'est l'aspect consolidation. Et après, en plus de ça, il y a l'aspect maintenance, entre guillemets, qui va être, lui, sur tout le cycle de vie de l'outil, en fait, finalement. Et qui va être principalement là parce qu'on va avoir des nouveautés qui vont être des nouveautés réglementaires. On va avoir, au hasard le plus total, l'implémentation d'une obligation à utiliser de nouveaux outils comme une messagerie sécurisée de santé ou un DMP. Mais c'est un hasard total que je dis ça. Enfin, voilà, l'idée est là, en tout cas. On va avoir des nouveautés qui vont arriver. Il faut pouvoir, justement, les gérer au fur et à mesure. Donc, consolidation 6 mois, 1 an, et le maintien et l'absence d'inertie, tout le cycle de vie de l'outil finalement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Là, j'en vois pas. Moi, ce qui ressort très clairement de votre témoignage, c'est que le passage au numérique, quand il est bien accompagné, ça devient un véritable levier de simplification et de coordination au service de la qualité et au service des professionnels comme des usagers. Et puis, je voulais vous inviter tous à également aller découvrir Evolucare et puis les solutions qu'ils proposent, parce qu'ils souhaitent avoir vraiment une évolution tout au long avec les développements de nouveaux outils comme Imago Mobile. Ils vont être présents durant les 3 jours sur leur stand qui est le O47. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir pour avoir une démonstration ou avoir plus d'informations sur les différents outils qu'ils proposent. Et merci à tous nos intervenants et à vous d'être venus. Merci beaucoup. Merci.